Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mars et ça a été un mois riche en découvertes. J'ai eu 2 coups de cœur ce mois-ci et après des lectures mitigées mais des livres que je voulais lire depuis un certain temps, donc je suis quand même ravie de les avoir enfin sortis de ma palle ou de les avoir découverts plus spontanément pour certains. Pour ce qui est de mes statistiques, il me semble que j'ai lu, si je ne me trompe pas, 10 livres ce mois-ci, avec un total de 3385 pages, 4 livres au format physique, 2 livres au format digital et 4 livres au format audio. Comme d'habitude, vous vous en doutez, le genre que j'ai le plus lu, c'est la fantasy. Et c'est parti pour que je vous donne mon avis détaillé sur chaque lecture. Le premier que je prends, c'est Bunny de Mona Awad. Je lui ai mis 3 étoiles. Avant de vous préciser mon avis, je vous donne quand même le résumé. En fait, on y suit une jeune femme qui s'appelle Samantha et qui a eu une bourse pour intégrer une université. Et dans cette université, elle a toujours regardé avec dédain ce groupe de jeunes filles pas forcément populaires mais très soudées et qui se surnomment entre elles les bunnies. Voilà, donc elles disent chacune s'appelle bunnies, donc en gros mon lapin en français. Et voilà, elles sont un peu bizarres ces filles et donc Samantha les a toujours un petit peu regardées avec dédain jusqu'au jour où elle va se retrouver invitée à rejoindre le groupe des bunnies justement. Et il se trouve qu'elle va se rendre compte que ces jeunes femmes-là font peut-être des choses assez bizarres. Il y a une sorte de côté assez occulte à l'histoire. Il y a des personnes qui disparaissent, il y a des hommes et des femmes qui sont retrouvés décapités, enfin bref, il se passe plein de choses très bizarres dans ce livre et j'ai vraiment apprécié ma lecture, comme vous pouvez le voir, j'ai mis beaucoup de post-it, seulement j'aurais aimé en fait que ce soit encore plus bizarre, quitte à être vraiment chelou, je pense qu'il aurait fallu pousser ça encore plus loin. Et c'est pour ça que j'ai largement préféré toute la première partie du livre et la fin m'a un petit peu déçue. Mais voilà, je recommande de lire encore une fois juste pour l'expérience de lecture parce que c'est un livre qui est vraiment unique en son genre pour le coup. Mais ça passe ou ça casse, soit on apprécie le côté très loufoque, soit on n'apprécie pas. Et moi ça a été un petit peu un entre-deux. J'aurais aimé que ce soit encore plus loufoque. Et pareil, un autre livre qui m'a laissé un avis assez mitigé, c'est Le Royaume des damnés. Mais celui-ci on va dire que je m'y attendais un petit peu parce que je l'avais déjà commencé en VO il y a longtemps et je ne l'avais pas continué parce que j'avais eu d'autres lectures qui m'avaient plus transporté sur le moment, mais je m'étais dit quand il sort en français, je le demande en service presse, je le lis et je me fais un avis vraiment complet. J'ai passé un bon moment avec cette lecture, je trouve que ça se lit vite, vraiment, c'est aussi un bon moyen de s'introduire à la fantasy, je trouve. Pour autant, ça m'a pas transcendé, j'ai pas trouvé le world building incroyable, j'ai pas forcément cette envie de lire la suite, honnêtement. Ouais, vraiment, c'est une lecture qui m'a fait un petit peu ni chaud ni froid, dans le sens où quand je l'ai lu, j'ai passé un bon moment, mais quand j'y repense, vraiment, ça me déclenche rien du tout. Pour ce qui est du résumé, on y suit Emilia et sa sœur jumelle Vittoria qui sont des streghe, donc des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer, contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île, mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont bien souvent trompeuses. Et, que je dois dire, à la base j'étais assez sceptique quand j'ai vu qu'ils avaient traduit, donc Wrath, qui veut dire colère en anglais, qu'ils l'ont traduit en colère, je me suis dit, franchement ça sonne quand même bizarre en français. Et en fait, quand on lit le livre, on se rend compte qu'effectivement, c'était la seule chose à faire de traduire littéralement le nom, puisque c'est les 7 péchés capitaux, et ils ne pouvaient pas garder le nom, alors que le nom est littéralement, à chaque fois, rapporté à un des 7 péchés capitaux. Donc bref, ça pour le coup, je trouve que ça fait sens. Ce que j'aurais à reprocher aussi, c'est que je trouve que très souvent, moi qui avais beaucoup aimé Stalking Jack the Ripper de cette même autrice, elle reproduit le même schéma. Vraiment le même schéma de thriller, et ça, je trouve ça dommage, parce que du coup, ça rend le livre assez prévisible. Ouais, ça je trouve ça dommage parce que du coup on peut facilement deviner ce qui se passe. C'est pas très grave, encore une fois je pense que c'est pas ce qui fait que j'ai apprécié le livre un petit peu moins. Mais voilà, pour ce qui est de mon avis, un 3 sur 5, une bonne lecture, mais vraiment pas une saga qui va me marquer plus que ça. Ensuite, j'en ai sorti un que je voulais lire depuis longtemps, qui était dans ma palle et j'arrivais pas à me motiver. Et c'est un jeunesse middle grade, The Girl Who Drank the Moon de Kelly Barnhill. Il me semble qu'il est traduit en français. La fille qui a eu la lune, je ne sais plus, mais je sais que le titre est vraiment très similaire. Et c'est un New York Times bestseller qui a gagné aussi un prix en 2017. J'ai bien aimé, on va dire, j'ai mis 3 sur 5.
3,5 sur 5 je crois. Je trouve que c'est une histoire mignonne et vraiment je pense que effectivement c'est un très bon middle grade, très bon livre jeunesse. Après je mets jamais un 5 sur 5 sur de la jeunesse, donc pour le coup ça veut pas dire que le livre est bof, ça veut juste dire que c'est de la jeunesse, donc je mettrai jamais 5 sur 5 à ça parce que c'est pas les livres qui me transportent le plus. Pour autant, je trouve vraiment que c'était une super bonne lecture avec une très belle morale, une bonne intrigue, des personnages très très cool. Pour vous parler un petit peu du résumé, ça nous dit que chaque année, le peuple du protectorat laisse un enfant en sacrifice à la sorcière qui vit dans les bois. Sauf que la sorcière, Xan, est une sorcière très gentille. Elle va donc à chaque fois sauver les enfants et elle les dépose dans des familles aimantes. Et le long du voyage, elle les nourrit avec de la poussière d'étoiles. Sauf qu'une année, eh bien malheureusement, au lieu de nourrir l'enfant qu'elle a sauvé avec de la poussière d'étoiles, elle va lui donner de la poussière de lune. Et donc ça va lui donner une magie extraordinaire. Elle va donc accepter Xan d'élever en fait cette petite fille elle-même et de l'appeler Luna, comme si c'était sa propre enfant. Sauf que au moment du 13e anniversaire de Luna, eh bien, sa magie commence à émerger et ça va avoir des conséquences désastreuses. Donc voilà, vraiment une lecture très cute qui se lit très très bien et qui plaira vraiment aux plus jeunes, je pense. Donc je peux que vous la recommander si c'est le genre de livre que vous aimez parce que voilà, ça se lit super bien et l'audiobook était vraiment sympa. Transition toute trouvée, on va continuer avec les livres que j'ai écoutés en audiobook. J'ai enfin terminé A Thousand Ships de Natalie Hines que je me traînais, je ne sais pas pourquoi. Je l'avais commencé en lecture commune avec Lauralie et il me restait genre 20%. Je l'avais mis en pause et je l'avais pas repris, alors que j'adorais ma lecture. Donc j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Quand j'ai des livres bien entamés que j'aimais bien, je les reprends, je les termine. Et la preuve, c'est que ça, c'est un 4,5 sur 5 parce que c'est trop cool. Vraiment. C'est un livre, encore une fois, et c'est ce que j'aime avec ces livres-là, les nouveaux livres que je découvre sur la mythologie grecque. C'est, encore une fois, ça va nous donner le point de vue des femmes qui ont vécu tous ces événements qu'on connaît de la mythologie grecque, mais avec ce côté féministe, c'est-à-dire qu'on ne les dépeint plus comme des victimes, on montre le rôle important qu'elles ont joué et à quel point l'histoire les a impactées. Là notamment, c'est focus sur l'impact de la guerre de Troie, sur toutes ces femmes, et j'ai adoré vraiment. C'est raconté d'un ton parfois assez neutre, je trouve, mais moi ça m'a pas du tout dérangé et on enchaîne les chapitres à chaque fois en se focusant sur différentes femmes. Donc on a Pénélope, Polyxéna, on a les femmes de Troie où là on a à chaque fois toutes les femmes qui ont vécu à Troie, Iphigénia, j'ai plus leur nom en français, Calliope, enfin bref, on a énormément de points de vue et de voir à chaque fois comment toutes ces femmes ont été impactées, certaines qui souhaitent prendre leur revanche et comment voilà. Elles n'ont pas juste ce rôle de victime ou d'à côté, entre guillemets, de l'histoire à chaque fois où on a les protagonistes masculins et les femmes qui subissent. Non, là, on veut nous montrer l'action et comment elles vivent les choses. Et ça, j'ai adoré. Je veux lire vraiment plus de livres de cette autrice parce que ça se lit super bien. Après, je continue ma relecture des ACOTAR en audio version dramatise. Et donc, j'ai relu le tome que j'anticipais le plus de relire, qui est A Court of Frost and Starlight, puisque je ne l'avais pas beaucoup aimé quand il était sorti de base en format papier. Et c'est toujours le cas à ma relecture, je trouve que c'est un tome qui n'est pas forcément utile. Voilà, il y a des moments mignons, il y a des choses importantes qui s'y passent, certes. Après, je sais pas, je trouve que ça aurait pu être intégré dans un des deux autres tomes. Du coup, ça nous laisse sur notre faim, en même temps c'est court, il se passe pas grand chose, mais en même temps il y a des trucs importants qu'il faut retenir, enfin bref. Vraiment, il me laisse sur ma faim. En plus, il se passe des choses, bon voilà, si vous l'avez lu, vous voyez de quoi je parle sur la fin, qui moi, je trouve, ne sont pas très logiques, bref. Il n'empêche que bon, forcément, je passe un bon moment parce que j'adore les personnages et j'adore l'intrigue, donc j'ai quand même mis 3,5 sur 5. Pour autant, ça sera jamais mon tome préféré de la saga, mais je dois dire que j'aime toujours autant le format audio graphique qui est incroyable avec toujours voilà tous les personnages qui ont leur propre acteur pour les jouer, la musique et les bruitages, bref, je trouve que c'est une pure pépite. Et je sais pas si je vous l'avais déjà dit quand je vous avais parlé de ce que je pensais des livres audio, mais je dois vous dire que moi qui détestais Elaine de base, avec la relecture et sa voix dans les livres audio, je commence à l'apprécier parce que la nana qui fait Elaine, elle a une voix que j'aime trop et du coup je suis en train de me mettre à apprécier le personnage d'Elaine alors que ce n'était pas mon cas. On enchaîne avec, là j'en ai sous la main tout ce qui va être comics et BD. J'ai lu déjà le tome 2 de Keiju numéro 8 que j'aime toujours autant. Vraiment saga de manga coup de cœur de cette année, je l'adore, c'est extrêmement drôle, c'est vraiment une pépite.
Pour vous parler un petit peu du résumé, on y suit notre personnage principal qui a toujours voulu intégrer la brigade qui a pour but de détruire les kaiju pour protéger la ville. Les kaiju sont des sortes de créatures un peu comme Godzilla. Il y en a de différentes tailles, de différentes capacités. Et il y a une brigade qui a pour mission de les empêcher de détruire la ville et d'essayer de faire le moins de dégâts possible. Notre personnage principal, il a toujours voulu essayer de les rejoindre, sauf qu'il n'y arrive pas parce qu'il est trop nul. Donc du coup, il fait partie de la brigade de nettoyage, qui passe après la brigade de zigouillage, entre guillemets. Sauf qu'un jour, il va se retrouver infesté lui-même par un kaiju, et donc il va avoir les pouvoirs d'un kaiju. Et il se dit, bah vas-y, c'est ma chance, je vais tenter de réintégrer les forces de la brigade en cachant que je suis devenu moi-même un kaiju. Mais du coup, comme j'ai des pouvoirs décuplés, je peux réussir à passer les tests. Donc voilà, ça donne des situations très cocasses, c'est extrêmement drôle, c'est mignon, le world building est trop cool, les kaijus sont trop stylés, donc je peux que vous recommander 5 sur 5 comme d'habitude. Je me suis déjà procuré les tomes jusqu'au tome 7, je crois. Après, petite, alors pas déception, mais lecture vraiment pas transcendante, j'ai lu La vie renversée de Willow de Tara O'Connor qui sort aux éditions Hachette très bientôt. Et en fait, il m'a fait un petit peu ni chaud ni froid, voire j'avais envie de secouer l'héroïne pour lui dire secoue-toi ma grande parce que là t'es juste insupportable. Pour vous parler un petit peu du résumé, c'est écrit « Si vous aviez la chance de réécrire votre vie ». Willow Sparks a toujours eu du mal à s'intégrer, mal dans sa peau, avec un peu d'acné et un look décalé, elle est la risée du lycée. Mais sa vie bascule le jour où elle tombe sur un livre capable de changer littéralement son existence. Fini les complexes, aux yeux des autres, Willow est enfin cool et populaire. Pourtant, à mesure que l'adolescente tourne les pages, d'étranges phénomènes se produisent, et même en elle. 3 petits points. J'ai beaucoup aimé les dessins, vraiment j'aime le style, j'aime le côté un peu monochrome des dessins, vraiment. Mais en fait j'ai pas aimé le personnage de Willow, c'est-à-dire que déjà j'ai du mal avec un personnage qui est prêt à abandonner les personnes qu'elle aime pour devenir populaire. En fait attends, probablement que c'est des choses qui font vraiment les gens, mais je vais avoir du mal à m'attacher et avoir de la pitié pour quelqu'un qui, même s'il se fait bully, décide de bully sa meilleure pote si ça lui permet de s'intégrer. Moi, ça, c'est non. Du coup, zéro empathie pour Willow, et donc je suis passée un petit peu à côté de l'histoire parce que vraiment, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je sais que c'est super dur, hein. Je comprends les gens qui, voilà, peut-être que ça leur permet de s'intégrer, de se dire, ok, moi j'ai été maltraitée à l'école toute ma vie, et du coup, quand j'ai une chance de m'intégrer, même si c'est aux dépens des autres, je le fais. Je comprends totalement. Pour autant, je vais pas du tout réussir à m'attacher à ce genre de personnage si je le lis. Donc voilà, forcément, je suis passée un petit peu à côté de ce personnage. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de la BD Le Roi Louve, dont j'avais adoré le tome 1. Vraiment, c'est une BD extrêmement loufoque, où il se passe plein de choses, il y a plein d'intrigues qui s'entremêlent, et j'avais énormément aimé le tome 1. J'ai bien aimé le tome 2, quoique un petit peu moins. Pour vous donner un résumé un petit peu... Bon, en fait, je crois que le résumé qui est à l'arrière... Oui, c'est ça. Le résumé qui est à l'arrière du tome 2, c'est le résumé du tome 1, donc je peux vous le lire. Dans un temps très lointain où l'été et l'hiver s'alternent aussi rapidement que le jour et la nuit, les insectes géants ont remplacé la plupart des autres formes de vie. Des loups se sont civilisés et changent de sexe à chaque lune, des femmes ovipares ont soumis les hommes, et un peuple de tometeux, mi-mages, mi-docteur Love chevauche petites chenilles et scarabées. Parmi eux, Petit Gré, Rhume, Angus et Gigi, des héros en quête d'amour, d'identité, de rêve, de liberté, mais aussi d'un trésor caché au cœur des montagnes glacées. Le trouveront-ils? Quelle en sera la teneur? Or et argent, pouvoir suprême, arme destructrice incontournable, quelles conséquences cela aura-t-il pour tous ces peuples qui vivent en guerre larvée? Et voilà. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de peuples, beaucoup du coup de petites intrigues qui se recoupent, mais moi j'aime beaucoup, voilà, on s'accroche vite au personnage, ça se lit très très vite, et j'aime toujours autant cette petite BD. On part sur une lecture un petit peu moins fun, mais j'ai lu La place de Annie Ernaux, parce que on me l'a donné à ma remise de diplôme de master. Voilà, j'ai eu ma remise de diplôme pour mon second master samedi dernier, et ils nous ont donné des livres. Donc j'étais extrêmement contente, moi si tu me donnes des livres, je suis toujours contente. Et j'ai eu La place de Annie Ernaux, donc très contente. Et j'ai bien aimé. Je dois dire qu'en fait je m'attendais vraiment à pas forcément apprécier parce que j'ai du mal, vu ce que j'aime comme genre de lecture, à me plonger dans ce genre de livre et à apprécier à 100%. Pour autant, je trouvais que ça se lisait bien, j'ai trouvé que c'était intéressant. On a en fait... Annie qui va faire une rétrospective un petit peu sur sa vie et sur la vie de son père parce que celui-ci est décédé.
il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées. J'ai beaucoup aimé la manière dont Annie dresse le portrait de son père et elle va montrer un petit peu la classe populaire. Et en même temps, je trouve que parfois, elle a un petit peu de dédain vis-à-vis de cette classe populaire, surtout vers la fin. Au début, je trouvais ça intéressant d'avoir son regard en tant que personne qui a aujourd'hui intégré la bourgeoisie et d'avoir son regard en mode, voilà d'où je viens et aujourd'hui j'ai intégré la bourgeoisie et du coup, je confronte un petit peu les deux classes auxquelles j'ai pu faire partie au cours de ma vie. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Pour autant, vers la fin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un petit peu ce dédain vis-à-vis de son père et de là où elle venait, alors qu'il y a des phrases qui contrastent, parce qu'il y a aussi un truc où elle dit qu'elle est hyper fière d'avoir intégré la bourgeoisie, parce qu'en fait, elle intègre ce que son père a toujours voulu intégrer et n'a jamais réussi, mais il y a aussi des phrases où vraiment, ouais, il y a l'impression qu'elle regarde de haut, en fait, là d'où elle vient, et du coup, c'est un petit peu conflictuel, ma lecture, parce que voilà, il y a ce côté très intéressant d'avoir les deux qui se confrontent, mais en même temps, le côté dédaigneux fait en sorte que on n'aime pas trop le ton que peut prendre Annie Ernaux parfois. Donc voilà, une lecture un peu mitigée, pour autant je l'ai lu très très vite et c'est une lecture dont je me souviendrai. Et on arrive bientôt à la fin puisque le dernier livre dont je dois vous parler, c'est bien évidemment mon coup de cœur ultime du mois et c'est A Day of Fallen Night, donc Un jour de nuit tombée. Je l'ai en français et en anglais parce que je me suis commandé pour la Saint-Valentin avec mon copain, il m'a payé la moitié du set Illumicrate de A Day of Fallen Night et du Prieuré de l'Oranger. Donc ça c'est l'édition VO qui est incroyable, vraiment elle est trop belle, il y a les fan art et tout à l'intérieur, enfin c'est de toute beauté. J'ai fait un unboxing détaillé sur TikTok si vous voulez voir à quoi ressemble aussi l'édition du Prieuré de l'Oranger, mais du coup je l'avais pris en français parce que je voulais pas abîmer mes éditions et je me suis dit que ça serait peut-être plus simple à lire en français. Je regrette pas, je trouve que ça se lit d'une super manière en français. Par contre regardez-moi la différence, énorme, ce livre fait la taille de ma tête. Voilà, du coup je l'ai pris sur Kindle aussi, je l'ai pris sur tous les formats possibles et imaginables, j'ai 2 exemplaires, je l'ai sur Kindle, bref, parce que il est très grand, il est très lourd, du coup c'est quand même plus confort pour lire 1100 pages de lire sur Kindle, mais je dois vous dire que ce livre c'est une pépite ultime. J'avais déjà énormément aimé Le Prieuré de l'Oranger, mais celui-ci pour moi est 1000 fois au-dessus, vraiment, et pourtant c'est compliqué, hein, c'est-à-dire que là on était sur un 5 étoiles, là on est sur un 10 étoiles, vraiment. Si vous êtes intimidé par la taille du livre, vraiment, lancez-vous, on ne les voit pas passer, et vraiment c'est pas, enfin je vous dis pas ça juste pour que vous vous lanciez, on ne les voit pas défiler les 1100 pages, vraiment, c'est un truc de malade, les chapitres s'enchaînent vite, on est plongé de nouveau dans ce monde mystique et légendaire avec des créatures incroyables, on découvre de nouvelles contrées, on a des protagonistes féminins encore une fois, tellement attachants et je trouve ça incroyable le féminisme qu'elle met dans ses récits sans vraiment que ce soit pointé du doigt, c'est-à-dire que dans ses livres les femmes règnent, les femmes ont le pouvoir, les femmes combattent et les hommes parfois, là par exemple au prieuré, les hommes sont à la cuisine, les hommes construisent les armes, les hommes ne se battent pas forcément, c'est les femmes qui se battent et ça en fait c'est juste la normalité dans les mondes de Samantha Shannon et ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Aussi j'ai aimé toute la diversité bien évidemment qui est pas forcément encore une fois, je sais pas comment expliquer, mais il y a des livres où on va vous dire regardez, je mets de la diversité parce que j'ai un personnage comme ceci, ou alors on va dire oh regardez, mes parents sont homosexuels, c'est original dans cette romance d'avoir des parents homosexuels. Non, là en fait dans les livres de Samantha Shannon, c'est jamais remis en cause. Il a deux papas, tout le monde s'en fout, c'est tout. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Je sais pas si j'arrive bien à exprimer mon point de vue, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime aussi énormément là-dessus. Encore une fois, les intrigues politiques sont incroyables, vraiment. Tout se mêle et s'entremêle. Tous les points de vue finissent par se rejoindre, les destins de nos 3 protagonistes sont liés et c'est vraiment une pépite. On a aussi des personnages qui sont tous différents et font partie de tranches d'âge assez différentes. Ça j'ai beaucoup aimé puisqu'on a un personnage qui a 16 ans, on en a une autre qui a 27 ans et une autre qui a 50 ans. Et du coup c'est vraiment des femmes qui ont des tranches de vie et des histoires différentes et auxquelles on peut pour autant toutes se rattacher. Mais voilà, c'est un livre dont je pourrais vous parler pendant des heures parce qu'honnêtement c'est vraiment juste une pépite et un livre qui, je pense, me marquera pour toujours pour son univers ultra riche. Et je peux que vous conseiller de le lire. Pour ce qui est de l'ordre, parce qu'on m'a beaucoup posé la question sur TikTok, au début, il me semblait que Samantha Shannon sur Goodreads, elle avait dit que c'était mieux de commencer par Le Prieuré de l'Oranger pour avoir des bases, entre guillemets, dans le monde qu'elle a construit. Mais maintenant, elle a dit qu'en fait, vous pouviez tout aussi bien commencer par Un jour de nuit tombée pour du coup ne pas vous spoiler Un jour de nuit tombée en lisant le livre principal. Donc voilà, pour le coup, vous pouvez commencer par celui que vous voulez, visiblement. C'est vrai qu'en le lisant, on se rend compte que c'est pas très très grave, peu importe lequel vous tente le plus en premier. Mais voilà,
C'est vraiment une sacrée pépite et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu en commentaire. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas aussi à me dire quelle a été votre meilleure et votre pire lecture du mois en commentaire. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!